Une révolution, ça réussit lorsque les forces régaliennes de l'État, et en particulier les armées, se mettent du côté des insurgés. Et pour que cela puisse se traduire en réalité, ne serait-ce que pour les Gilets jaunes, encore faut-il que les armées puissent interagir avec une représentation pour les Gilets jaunes. Parce que tant qu'il n'y a pas, entre guillemets, de leader qui soit légitime pour nous, eh bien en fait, ils n'ont pas d'interlocuteur avec qui parler. Il en va de même pour la police. C'est-à-dire que ces gens-là ne vont pas faire tomber les casques tant qu'ils n'ont pas quelqu'un avec qui interagir et qui soit réellement légitime pour les Gilets jaunes. La difficulté étant qu'il y a tout un pan des gens qui viennent parmi nos cortèges qui sont là pour nous dire pas de chef, pas d'organisation, pas de représentants, et au final on ne s'organise pas. Et on est incapable de pouvoir discuter avec des institutions comme encore une fois les armées, la police nationale, mais aussi les ambassades étrangères, parce qu'on peut chercher aussi la reconnaissance auprès d'ambassades étrangères. Nous sommes incapables de formuler finalement des revendications qui soient claires et audibles et donner une garantie que si nos armées devaient se mettre de notre côté pour finalement contribuer au renversement d'Emmanuel Macron, il y aurait une continuité de l'État. Il y aurait des gens qui seraient là pour assurer cette continuité. Alors, dans les termes de la Constitution, de toute façon, c'est assez facile de se trouver un grand leader. C'est le président du Sénat qui reprend la main au titre de l'article 7 de la Constitution, si Emmanuel Macron, pour une raison ou une autre, devait ne plus pouvoir assurer le mandat présidentiel. Donc déjà, c'est une facilité pour nous. Nous savons quel nom donner à nos armées pour assurer la continuité de l'État. Du reste, le président du Sénat, qui deviendrait le président de la République par intérim, aurait l'obligation d'organiser dans la foulée des élections présidentielles anticipées. Et il assurait la continuité de l'État durant quelques semaines. Et pour nous, les Gilets jaunes, ce qui compterait, c'est de s'assurer que nos revendications puissent se transformer en réformes, en politique, tout simplement, à partir du moment où nous aurions un gouvernement qui serait là pour assurer la transition. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas tellement au fait que le président du Sénat, qui est un oligarque comme les autres, reprendrait la main. Il s'appelle Gérard Larcher. C'est pas lui qui nous intéresse. Je veux dire, on vient de remporter une élection, on vient de virer Emmanuel Macron, on vient de virer son gouvernement, même des parlementaires sont en train de fuir. Bon, le rapport de force nous est favorable dans ce cadre-là. Donc Gérard Larcher n'est pas une source d'inquiétude, il ne va pas s'opposer à des révolutionnaires qui viennent de remporter la partie, qui peuvent tout à fait l'éjecter lui-même. Sa seule logique de survie, on va dire, c'est de se retirer honorablement, de dire je suis encore là pour quelques semaines, j'organise des élections, je reconnais le gouvernement des insurgés, et à partir de là, logiquement, je ne vais pas avoir trop de problèmes. Donc notre problème n'est pas Gérard Larcher, n'est pas le président du Sénat, n'est pas le fait que la Constitution décrive comment assurer la continuité de l'État. Le problème pour nous est réellement de pouvoir faire comprendre aux armées que nous avons la capacité d'assurer la transition politique à un niveau gouvernemental. Ce qui signifie que nous devons impérativement nous donner des interlocuteurs. Il faut absolument que nous ayons un minimum de revendications qui soient consensuelles et qui soient clairement audibles pour les armées. Nous avons par exemple la question du RIC, c'est quelque chose que nous pouvons faire si nous étions en capacité de gouverner et d'assurer cette transition. Alors, il faut bien comprendre que nous avons quand même un ordre juridique qui fait qu'on ne peut pas faire les choses n'importe comment. Il faut savoir que par exemple en France, il n'est pas possible d'organiser un référendum avant une période électorale, quelques mois avant une période électorale. Ça ne peut se faire qu'après. Ça veut dire que d'abord on organise des élections, mais par contre un gouvernement de transition peut tout à fait dire voilà, nous organisons en plus des élections toute une série de référendums sur des grands sujets qui ont motivé les Gilets jaunes à sortir dans la rue, notamment l'introduction du RIC dans la Constitution. Et ces référendums interviendront après les élections. Donc ça veut dire qu'on a le temps d'en parler dans les médias, de les expliquer. Nous aurions des représentants gouvernementaux pour expliquer tout ça et organiser tout ça politiquement.
Mais il faut le faire. À un moment, il faut clairement se dire, nous voulons le pouvoir et nous sommes prêts à mettre des gens à différents postes ministériels, nous sommes prêts à le faire. Nous avons des personnes de confiance qui seront capables de s'occuper de tout ça. Donc, actuellement, si nous voulons transformer nos revendications en politique publique, être audibles des armées pour renverser Emmanuel Macron, il va falloir nous nommer des représentants, qu'on le veuille ou non. La difficulté étant d'une part de s'extraire de ces trolls de gauchistes qui viennent polluer les gilets jaunes avec leurs appels à la violence permanente, au désordre permanent, à l'impossibilité de s'organiser, de se donner des représentants pour pouvoir interagir avec les institutions. C'est une première difficulté réellement à lever parce qu'elle nous emmerde plutôt qu'autre chose, elle nous empêche d'avancer. Et de l'autre côté, il y a effectivement le problème de la légitimité de la représentation. J'avais déjà fait une vidéo il y a quelque temps là-dessus, où je proposais en fait à travers ma candidature spontanée à représenter les Gilets jaunes pour 2 semaines, 2 petites semaines, de telle façon à ce qu'on puisse avoir un interlocuteur sous rotation. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas besoin de se poser trop de questions vis-à-vis de la légitimité. C'est vrai que c'est mieux d'avoir des gens qui maîtrisent les dossiers, que ce soit sur des questions économiques, monétaires, géopolitiques. C'est quand même mieux. C'est réellement mieux. Néanmoins, même en dépit de ça, si on a un mandat par rapport à un certain nombre de revendications que l'on veut transformer en politique publique, ma foi, n'importe quel interlocuteur, même un âne, est quand même capable de lire un texte et de dire voilà, nous c'est ça qu'on veut faire, point barre. Donc on peut tout à fait assurer une rotation, même par tirage au sort de ces interlocuteurs, en disant voilà, on en a un premier, on l'a élu, ou on l'a tiré au sort, peu importe, on lui a écrit le papier avec les revendications que l'on veut transformer en politique publique, et puis on lui demande d'aller voir les armées, d'aller voir les ambassadeurs, d'aller voir les officiels de la police nationale, les fonctionnaires, enfin les institutions. On ne parle pas de Macron. Macron, lui, on veut le jeter, on n'a aucun intérêt à discuter avec lui. On ne va pas discuter avec des ministres, eux aussi on veut les jeter. Hein. On veut gouverner, donc on ne veut pas de ce gouvernement, ce sont des traîtres. Par contre, il faut réellement interagir encore une fois avec les armées, leur dire voilà ce que l'on veut. Nous prétendons à gouverner provisoirement la France, le temps que les élections présidentielles soient organisées. Après, de toute façon, ce sera le temps électoral, ce sera malheureusement le temps des partis. Et, à titre personnel, je n'ai pas spécialement d'avis favorable sur ces questions-là, mais on est dans le temps d'une transition. Le temps politique, le temps de tout changer est beaucoup plus long, et si, ma foi, on a organisé des référendums pour introduire, par exemple, le référendum d'initiative citoyenne dans notre Constitution, le temps politique pour le peuple sera permis. Il sera plus long, mais ce sera permis, ce sera possible. Donc il faut commencer déjà par quelques points simples. Il faut récupérer notre souveraineté. Alors je sais que certains ne le comprennent pas encore, mais à un moment, si on doit organiser une série de référendums, que l'on a un gouvernement que l'on met en place en guise de transition, parmi les référendums que se doit d'organiser ce gouvernement, il y a certes la question du RIC, qu'il soit révocatoire ou législatif, mais aussi la question de la sortie de l'Union européenne, l'euro et l'OTAN. Ça, c'est une façon de récupérer notre indépendance, que ce soit sur le plan diplomatique, militaire ou économique et monétaire. C'est vraiment des enjeux essentiels parce que, par exemple, la réforme des retraites, elle nous vient en droite ligne de Bruxelles. Le libre-échange, il est imposé par les traités européens. Le fait que nous soyons en train de subir des délocalisations d'entreprises ou une concurrence déloyale des pays, des travailleurs étrangers, en fait, bien malgré eux, c'est parce que les traités européens le prévoient par le libre-échange, par la libre circulation des capitaux et aussi par une monnaie qui n'a pas un taux de change qui nous est favorable. La Grèce est en train de mourir, l'Italie est en train de mourir, la gueule ouverte, c'est pareil pour l'Espagne et bien d'autres pays, et la France aussi, parce que notre monnaie est calquée sur le taux de change qui est favorable aux Allemands et aux pays du Nord de façon générale. Nous avons besoin d'un taux de change qui soit plus proche du niveau du dollar à peu près pour être compétitif. Si on n'est pas compétitif avec la monnaie, la seule façon d'être compétitif économiquement, c'est de faire de la dévaluation salariale. C'est-à-dire d'avoir du chômage de masse qui va pousser les salaires à la baisse parce que les patrons ont le choix de recruter comme ils l'entendent puisqu'il y
il y a un énorme chômage, donc tout le monde cherche du travail et on peut tirer les salaires à la baisse. Tandis que si l'on fait du plein emploi, que ce soit à la fois parce que nous avons des taux de change favorables qui nous rendent compétitifs, parce que nous cessons avec un libre-échange qui nous pourrit très clairement, parce que nous avons aussi une grande politique industrielle qui par exemple tienne compte des déplétions des matières premières, des grands enjeux écologiques, je veux dire, il va falloir sortir de notre asservissement au pétrole. Nous avons des tas de technologies qui nous permettent de synthétiser des hydrocarbures comme à partir d'algues, à partir de pas mal de choses différentes. Mais enfin, pour ça, il va falloir quand même avoir une politique industrielle qui soit ambitieuse et qui crée des emplois, pour le coup, qui crée des emplois. Alors, on ne peut pas faire un programme aussi conséquent. Il y a déjà des partis politiques à la rigueur qui, de toute façon, ont quelques idées là-dessus. Et ça, on va dire que c'est le temps électoral qui en jugera. Maintenant, si on s'assure que, de toute façon, peu importe qui sera élu à l'issue des élections présidentielles anticipées, nous ayons des référendums qui nous permettent à la fois de conquérir la démocratie, la capacité pour le peuple de pouvoir légiférer par lui-même et avoir le contrôle sur ses dirigeants, c'est déjà quand même un premier pilier pour nous, avoir le temps politique pour nous et se dire on est capable de proposer des lois par la suite. Et par ailleurs, le fait de pouvoir organiser un référendum sur la sortie de l'UE, l'euro et l'OTAN, c'est aussi une capacité pour nous de nous dire on va relancer la machine, on va relancer la machine économique, on va recréer des emplois, indépendamment de ce que penseront, de ce que voudront les politiciens qui seront élus. Parce que le référendum, ils n'auront pas le choix que de le laisser organiser, et le référendum est décisionnel en France. Je sais qu'on nous a trahis avec le référendum de 2005, mais à la base, c'est une trahison, c'est une violation constitutionnelle. Nous ne sommes pas dans le traité de Lisbonne, nous devrions en être sortis. Alors voilà, je sais que ce discours passe mal, de dire qu'il nous faut une représentation. C'est encore plus gonflé de dire que je suis moi-même candidat à être représentant. Je le répète encore une fois pour un temps très court, de 2 semaines, parce que je sais ce qu'il y a à dire. Si je suis représentant, voilà en gros mon message que je compte livrer publiquement dans les médias à l'intention de nos armées. Je compte expliquer sur le plan juridique en quoi Emmanuel Macron n'est pas légitime à gouverner la France, parce qu'il a commis des crimes de haute trahison, que ce soit par la livraison d'industries stratégiques à des puissances étrangères. C'est condamné par l'article 411.3 du Code pénal. Il a fait bombarder la Syrie, ce qui est une violation à la fois de notre constitution et du droit international, des traités que nous avons ratifiés, notamment la charte de l'ONU et d'article 8 des statuts de la Cour pénale internationale. C'est considéré comme un crime d'agression. Et évidemment, il fait une répression féroce qui peut être qualifiée de crime contre l'humanité sur son opposition politique populaire qui est dans la rue. Donc voilà, ce sont quelques points que l'on peut livrer, il y en a bien d'autres, mais on peut déjà s'arrêter à quelques points tout à fait sûrs et objectifs sur le plan du droit, qui permettent de dire ce mec-là n'est pas légitime, c'est un criminel, on ne peut pas laisser un criminel à la tête du pouvoir. Et à partir de là, à partir de telles réquisitions, j'appellerai clairement nos armées à ne plus lui obéir, pas le destituer, à ne plus lui obéir, ce qui est une façon de le virer, mais qui est plus subtile. J'appellerai clairement à ce que l'on puisse, à ce que en fait Gérard Larcher devienne le président de la République par intérim. Le but du jeu, c'est de créer une gigantesque crise politique, une crise de légitimité qui atteigne toute l'oligarchie qui est au pouvoir. C'est ça le but du jeu. Alors ça ne veut pas dire que ça marcherait, mais disons que si à un moment déjà nous sommes audibles par des arguments qui font appel au droit, qui nous rendent sérieux, qui nous rendent précis dans ce que l'on veut faire, dans notre calendrier, qui marquent notre revendication à prendre le pouvoir, c'est déjà quand même beaucoup plus audible pour des gens qui ont l'habitude de se référer à des interlocuteurs précis. Ils ne peuvent pas parler avec des milliers et des milliers de gilets jaunes, ça n'est pas possible. Des gens comme des militaires ou des policiers ont besoin d'interlocuteurs uniques. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Que ça nous plaise ou non, c'est comme ça que ça fonctionne. Et pareil pour les ambassades étrangères. Il faudra aussi organiser assez rapidement un plébiscite de personnes qui pourraient nous représenter au gouvernement, même provisoirement.
Ça peut se faire. Moi-même, je pourrais vous donner des noms très aisément pour la plupart des ministères, mais le but du jeu, c'est de pouvoir au moins avoir les médias avec nous, de reprendre le contrôle d'un grand média public, parce que ça nous appartient, pour dire, voilà, il y a des gens que l'on veut inviter, que l'on veut faire entendre aux Français, on veut avoir 2-3 semaines pour en débattre, pour les laisser se faire découvrir, de telle façon à ce que nous puissions organiser des scrutins, ne serait-ce que sur Internet, avec les voix de... c'est quand même beaucoup plus facile aujourd'hui avec les réseaux sociaux de pouvoir simplement voter, ou même dans des salles municipales que l'on va louer, d'organiser des référendums en disant, voilà, on veut telle représentation pour tel mandat gouvernemental, nous voulons telle personne pour le ministère de l'Agriculture, telle personne pour le ministère de l'Intérieur. Je vais vous citer un exemple que je cite souvent, mais par exemple, je pense que pour un ministère aussi sensible que le ministère de l'Intérieur, il y a beaucoup de gens qui seraient contents si nous avions Alexandre Langlois qui était à sa tête. Je pense que beaucoup de gilets jaunes le connaissent. Si vous ne le connaissez pas, ma foi, cherchez sur Internet, vous verrez bien qui il est. Je pourrais citer d'autres personnalités pour d'autres ministères. Le but du jeu, en fait, c'est pas de se fier aux personnalités que moi je pourrais citer, c'est plutôt de dire quelles sont vos propres idées, quelles sont les personnes que vous aimeriez bien plébisciter pour constituer un gouvernement de transition. À partir de là, on chamaille un peu, on en débat, on les départage par des votes, et à la fin, au bout de quelques semaines, le plus rapidement que possible, on présente un gouvernement de transition à nos institutions. On dit voilà, c'est eux que l'on veut pour assumer la transition politique de la France, puisqu'on a dégagé Macron, puisqu'on a dégagé ce gouvernement. On veut ce gouvernement de transition, le temps que des élections présidentielles soient organisées. C'est eux qui auront la charge d'organiser les référendums qui nous intéressent, que ce soit pour introduire encore une fois le RIC dans la Constitution. Je pense réellement qu'il faut questionner les Français aussi sur la sortie de l'euro. Il y aura peut-être quelques autres idées, mais disons qu'il faut pas être trop précis et commencer à nous chamailler sur des questions politiques particulières. Il faut rester simple en se disant que de toute façon, le temps politique nous sera à nouveau redonné une fois que nous aurons le RIC législatif d'une part, et que nous serons sortis de l'UE et l'euro, puisque de toute façon, l'institution ne pourra plus nous dire qu'est-ce que nous devons faire en France. L'UE décide actuellement de toutes nos politiques économiques. Je veux dire, l'économie, c'est la base même de la politique. Si on veut renationaliser des industries stratégiques, il faut abroger en fait les articles 100 à 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui impose que les grands monopoles publics, industriels, etc., soient soumis à concurrence, alors que le but du jeu des grands monopoles publics, c'est pas de jouer la carte de la concurrence. Ils sont pas là pour dégager la rentabilité, ils sont là pour rendre un service aux Français qui est payé avec leurs impôts. Donc il y a tout un tas de paramètres économiques qui nous sont dictés par l'Union européenne et par les traités, et c'est pour ça qu'il faut aussi en sortir. Voilà, c'est une vidéo un peu qui passe par différents chemins, mais je vous appelle encore une fois à comprendre qu'il est temps pour nous d'avoir une représentation pour interagir avec les institutionnels les plus importants, l'armée en particulier, la police nationale, la justice, les ambassades étrangères. Et si je propose ma candidature, c'est absolument pas parce que ça m'intéresse. En réalité, je suis plutôt quelqu'un qui n'aime pas tellement me mettre en avant. C'est plutôt parce que de toute façon, pas grand monde le fera. Et que si au moins on a un premier représentant, entre guillemets, parce qu'il est sorti du bois et qu'il a accepté de prendre en charge, de prendre sur lui, de se montrer un peu, de dire j'accepte de prendre un tel mandat si vous êtes d'accord, et que c'est temporaire, ma foi, ça nous permettra ensuite d'organiser la rotation des autres porte-paroles. Je veux dire, moi je dégage au bout de 2 semaines, on en met un autre, et voilà. Le but du jeu, c'est au moins donner un cadre, de pouvoir interagir avec nos institutions, d'être capable de pouvoir, sur le plan médiatique, dire ce que l'on a à dire, pourquoi on veut dégager Macron, comment on compte reprendre le pouvoir, et quelles sont les revendications que l'on veut transformer en politique publique dans le cadre d'un gouvernement de transition. Enfin, je finis cette allocution en vous appelant à vous présenter le 7 mars 2020, c'est un samedi,
devant la maison de la radio à partir de 13h30 pour un cortège qui est déclaré en préfecture, qui nous mènera devant TF1, devant CNews, devant BFM et se terminera sous les fenêtres de France Télévisions. Parce que si vous voulez qu'on reprenne le contrôle de l'information déjà, hein, ne serait-ce que pour pouvoir mettre à l'amende nos politiciens qui jouissent d'une propagande éhontée de nos grands médias publics et privés, il faut reprendre le contrôle de nos médias. Hein, il faut clairement faire peur à nos journalistes et leur dire attention, on est là, on est nombreux, vous allez nous voir de plus en plus fréquemment et de plus en plus nombreux, et il va falloir cesser ce régime de propagande et de censure, de diffamation qui est constant vis-à-vis autant des gilets jaunes que des personnalités politiques, des intellectuels qui sont un peu dissidents, qui n'ont pas le même son de cloche que l'oligarchie a donné. Il faut reprendre le contrôle de nos médias. C'est un centre de pouvoir stratégique, c'est par là que les politiciens viennent baver sur le peuple constamment. À un moment, il faut être clair. Il faut arrêter de se balader dans les rues pour rien. Il faut aller devant les grandes institutions de pouvoir. Il n'y en a pas énormément. Il y a les médias, il y a le Parlement, et se placer aussi devant les régiments pour sensibiliser les chefs de corps à dire voilà, suivez les gilets jaunes, mettez-vous de notre côté, mettez-vous du côté du peuple pour nous protéger des violences policières et pour renverser Emmanuel Macron. Donc voilà quels sont les vrais objectifs stratégiques. Je vous convie à être présent le 7 mars donc devant la maison de la radio à partir de 13h30 à Paris, et j'espère que cette allocution sera fortement partagée. Je vous remercie de votre attention.